Coco présente le petit paquet. Le petit paquet! Épisode numéro quoi? À peu près 528, je pense. Rendu là? À peu près. Ça me sonne exact. Dans ces eaux-là. 528, épisode du petit paquet. Si vous nous voyez en visuel, vous remarquerez encore l'absence de The Hawk, Ouais, remplacé par un espace vide. Je pensais que tu allais attirer l'attention sur la prédominance du Bourgogne, qui est très visible Ouais, on est aussi thématique, aujourd'hui. C'est la pluie, c'est le Bourgogne. Ouais, c'est ça. On devrait, comme maintenant qu'on n'est pas encore habitué à avoir des caméras, on devrait, comme à chaque matin, s'envoyer des petits selfies de nos outfits oui. pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de redites, pas trop de carottés qui se répètent. Mais là, Je me vois aujourd'hui, déjà là, devant ma garde-robe. Ce kit-là, Mathieu, ce kit-là, ouais, on va fitter. Là. Ouais, puis là, je pourrais te faire des petits emojis. Ah, t'es donc bien belle aujourd'hui. Puis, tu sais, ça partirait bien notre journée. On devrait partir une mode là-dessus. Moi, je pense qu'on devrait se coordonner un petit peu plus. Ouais. D'ailleurs, on serait plus coordonnés que la WWE parce que là, c'est ça. Pas difficile. Pas difficile. On a un beau dilemme cette semaine parce que là, il y a eu énormément de luttes comme d'habitude. On enregistre le jeudi matin. Pour être très honnête, on n'a pas écouté beaucoup de luttes mercredi. Non, mais Donc, même Mme Bovary avance beaucoup plus rapidement que dans les semaines précédentes. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Madame Bovary a fait du chemin. Moi, je suis tombé dans une loupe de Breaking Bad. Ah. Puis j'ai comme... Bref. J'ai pas écouté autant de luttes que j'aurais voulu cette semaine. Donc, les événements de mercredi, on est au courant, mais on n'a pas vu grand-chose. Fait qu'on va peut-être s'abstenir un petit peu parce que de toute façon, mon lien étant que la WWE est désordonnée parce que ce qu'on nous a offert récemment, c'est le repêchage de la WWE, qui était à peu près aussi divertissant que le repêchage de la XFL. Pour ceux qui l'ont vu, c'était une vidéoconférence Skype diffusée sur YouTube en direct avec des vieux bonhommes de 50 ans qui arrivent après 20 minutes de rien pantoute. Collectionne un gars que tu connais pas. Puis là, il repartait. Mais est-ce qu'il y avait dans ces vieux monsieur de 50 ans des gens avec du maquillage plein visage de lutteur comme dans la salle de conférence de Raw, je ça, pense? j'ai pas remarqué parce que des gens enthousiastes de « Ouais! C'est ça. On a repêché quelqu'un! » C'est ça, Natalia! Enfin, on espérait donc bien. Et les gens de sport crédibles qui faisaient assemblant de s'intéresser au repêchage. Là, je pense que c'est Jake Glazer comme... Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es là? Ben ça, à chaque début de pub, à chaque retour de pub, en fait, on avait un média différent là, qui traitait la lutte comme si c'était leur passion depuis toujours. Ouais. C'était aucunement crédible. Non, beaucoup de... Je dirais pas de déception parce que je ne m'attendais pas à grand-chose. Là, on est rendu qu'on a vu assez de luttes dans notre vie que... on tombe pas facilement dans les trappes qui nous tendent en nous disant là, la semaine prochaine, cette fois-ci, ça va être spectaculaire, la meilleure draft de tous les temps. Je suis comme, yeah, right, je vais attendre avant de m'exciter. Finalement, j'ai bien fait de ne pas le faire parce que ce que j'ai vu, c'était, comme tu disais, c'était plate dans la présentation. Puis aussi, juste dans une question d'ordre de repêchage, ça a comme pas de sens que genre Humberto Carrillo soit repêché avant de Miz, soit repêché avant... Ben c'est ça, avant Baron Corbin. Tu sais, Baron Corbin, on a beau pas l'aimer, mais c'est un main eventer, ce gars-là. Il n'y a pas d'affaire à se faire repêcher en 5e ronde de la deuxième soirée. Donc, ça s'est créé comme de la frustration. Pas nécessairement de la frustration, mais juste un sentiment de n'importe quoi. Là, dans les réactions sur Facebook, c'est surtout ça qui sortait de la part des gens qui nous écoutent. L'impression vraiment de broche à foin. Puis, on l'a dit la semaine dernière, c'est un moment clé dans l'histoire de la WWE, dans l'histoire récente du moins. Il faut qu'ils montrent qu'ils sont encore pertinents, qu'ils sont encore capables d'offrir un produit de qualité. Parce que là, cette semaine, là, ça devient de plus en plus tentant de se dire, sais-tu, c'est pas un bon moment pour la WWE. Peut-être que j'ai pas encore pris le temps de regarder la AEW, mais c'est peut-être le moment que je vais prendre pour le faire. Puis la AEW, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu le show du début à la fin, mais semblait nous offrir un show d'une très grande qualité pour la 3e semaine consécutive. Donc, il commence à avoir des décisions qui vont se prendre. Là. Décisions qui vont se prendre parce que là, c'est ça, le All Elite, ce qu'ils font de bien, c'est qu'ils construisent tranquillement des histoires. Tout est conséquent. Il n'y a pas de motion perdue pendant les émissions. Tandis que là, on sort d'un repêchage. Ça aura pris 2 ans, mais j'ai réussi à briser ton moral. Parce qu'avant, tu l'aurais anticipé comme si c'était Noël. T'aurais été toxique, heureux. Stéphane. T'aurais fait une petite bouffe avant. Puis là, je suis arrivé, du cynisme, et pow! T'as enfin compris qu'il fallait descendre ses attentes. Le problème du repêchage... je vais essayer de prendre un petit peu la défense ici de la WWE, c'est qu'ils l'ont fait après WrestleMania. Et dans leur tête, c'était ça le plan, c'était la division
quand vous regardez comment ça s'appelle, le Superstar Shake-Up, machin truc international, c'était un shake-up, c'était pas un repêchage, mais bon, en bout de ligne, c'est la même chose. C'est la même chose, mais quand on regarde les alignements, c'est sensiblement les mêmes lutteurs aux mêmes endroits, à l'exception de Kevin Owens qui retournait à Raw, Bray Wyatt à SmackDown, puis Brock Lesnar à SmackDown. Donc sinon, ça se ressemble vraiment beaucoup. Ils ont ramené Charlotte à Raw. Donc, tu sais, c'est des petites permutations, mais dans la tête de la WWE, le split était fait depuis WrestleMania. Mais là, il y a eu le Wild Card Rule pour essayer de sauver les codes d'écoute. Et là, il y avait un gros... L'été 2019 est à oublier à peu près au complet. Et là, c'est déjà fait, en fait. C'est refoulé très profondément là, entre mon foie et mon pancréas. Là, donc, tu sais, on veut tasser ça, comme le Hell in a Cell, on tasse ça. Et là, on se dit, on va faire un événement, on va faire le draft pour remettre les pendules à l'heure et peut-être même faire un petit reset sur tout ce qui a mal été fait. Mais ils l'ont pas mal fait, c'était juste très ordinaire. Et là, au moins, on se dit qu'on a une idée d'où on s'en va, mais déjà, au lendemain du repêchage à Raw, qui clouait la chose, on souligne plein d'agents libres. Il y a plein de lutteurs qui n'ont pas été repêchés. On nous parle d'une transaction majeure qui a été un coup d'épée dans l'eau magistral. Transaction, tu sais, pour qu'elle soit majeure, ça implique des gens des deux côtés de la transaction. Quand c'est contre des considérations futures, je sais pas, c'est pas vraiment majeur. Dans tous les sports du monde, quand tu échanges un joueur contre des considérations futures, ça veut dire que c'est pas un partant, c'est un jeune espoir que tu t'entorches pas mal, c'est un gars que tu veux plus payer, ou un vétéran qui a plus de hanches que tu dis too bad, va, je vais te payer pour que tu ailles me faire perdre des matchs avec une autre équipe. Et en plus, on échange Alexa Bliss et Nikki Cross, qui faisaient déjà l'objet d'un choix controversé parce que pour une raison obscure, c'est la seule équipe qui a été divisée pour être repêchée par la même marque. Dans la même ronde, à Raw, je pense que c'était la 2e ou la 3e ronde, les deux sélections de Raw étaient Nikki Cross et Alexa Bliss, alors que DOC ont été repêchés en unité, The New Day ont été repêchés en unité. C'est ça, c'est des unités de 3, ça, donc, en plus. On sépare une équipe pour la repêcher au complet et l'échanger au complet. Tu sais, quand on parlait de ne pas faire de suite logique, la WWE organise un repêchage, veut s'inspirer du sport professionnel, legit, comme Fox en présente. Nous disant, mais justement, on l'avait souligné la semaine dernière, que là, la nouveauté dans la logique de leur repêchage, c'était que c'était les têtes dirigeantes, les executives de Fox et de USA Network qui avaient vraiment les mains profondément dans la pâte du repêchage. Je ne sais pas si la métaphore tient la route vraiment, mais en même temps, c'était clairement des comédiens, on s'entend. Il y avait un fucking robot habillé en joueur de football, là, genre, c'est pas sérieux. Mais lui, il est cool. C'est la mascotte du football à Fox depuis peut-être 15 ans. En tout cas, ceux qui écoutent le football savent exactement c'est quoi ce robot-là, mais il n'y a aucun lien. Là, c'est ça. C'était comme de voir les animateurs du football à Fox, ça n'avait aucun lien. Et tout ça, en plus, on vous épargne le fait que là, on a eu 5 heures de télé pour tout ça, pour au final avoir 40 lutteurs repêchés chez les hommes, 14 chez les femmes et quelques équipes, là, 3 à Raw et 6 à SmackDown. Donc, c'est ça les alignements officiels avec une pochetée de joueurs autonomes, on va les appeler comme ça. Plus le pool NXT. Cesaro, les Authors of Pain, les Usos n'ont pas été touchés, Sheamus n'a pas été touché, Luke Harper toujours négligé, sinon chez les femmes, Dana Brooks n'a pas été touché, les Iconics qui étaient championnes par équipe, pas été repêchés, Mandy Rose, Sonya Deville, pas été repêchés. Donc tu sais, il y a plein de noms qui ont été comme laissés pour compte qui vont réapparaître éventuellement. Ça envoie quoi comme message en plus à tes lutteurs? Comme moi, je fais un gros repêchage, j'ai 5 heures de télé. Là. Je peux en mettre des noms, je peux te sortir des listes, des tableaux Excel, name it. Tu mérites même pas d'être là-dessus. Mais non, c'est ça. Ça fait dur. Puis, tu sais, Sami Zayn qui se retrouve aussi dans une situation où il est clairement juste le valet de Nakamura. Et en plus, c'est bizarre dans la mesure où tu as Andrade qui est repêché, accompagné de sa business manager, business associate, là, Zelina Vega, alors que Sami Zayn, on prend même pas la peine de souligner son existence. Il est là comme en arrière de la photo de Nakamura dans le repêchage. Et, tu sais, une des principales critiques qu'on a souvent faites à la WWE, c'est le manque de cohérence dans leurs histoires. Et là,
la raison, en fait, qui était évoquée pour laquelle on avait besoin d'un nouveau repêchage, c'est qu'on voulait, disons, revenir en arrière par rapport à disons, le règlement de la wild card et donc faire vraiment des alignements qui sont étanches. Vendredi soir, tu as Lacey Evans qui se fait repêcher à SmackDown. OK, fine, qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec elle. Lundi soir, à Raw, Natalya a besoin d'une partenaire dans un match contre les Kabuki Warriors. Qui est-ce qu'elle fait appel? À Lacey Evans, avec laquelle était en rivalité jusqu'à la semaine passée. Pendant un mois et quelques. Et Lacey Evans, qui appartient à SmackDown, n'est pas censé traverser de l'autre côté. Donc, comment comprendre, comment faire confiance à la WWE qu'on va entrer vraiment dans une nouvelle ère où les choses vont être gérées de façon plus rigoureuse quand ils sont même pas capables, 3 jours après, de respecter leur propre règlement difficile. En plus, on se dirige vers l'abomination Crown Jewel avec comme combat principal The Fiend contre Seth Rollins. The Fiend repêché à SmackDown. Seth Rollins, champion de Raw. Puis je vais en parler là tout de suite parce qu'on a décidé de terminer Raw cette semaine avec une espèce d'au revoir à The Fiend. On a brûlé le Firefly Funhouse dans une décision... Je sais pas c'était quoi l'idée parce que Seth Rollins a été hué. Mais oui, c'est nos pires cauchemars qui se réalisent. Et là, j'ai lu ce matin que selon Meltzer, c'est pas anodin, c'est parce que Fox est pas fan du Firefly Funhouse et serait pas tant intéressé à intégrer cette dynamique-là dans l'hebdomadaire de 2 heures. S'ils sont pas intéressés à Firefly Funhouse, pourquoi est-ce qu'ils le repêchent? Pourquoi est-ce qu'ils le laissent pas aller à Raw? Voyons. Donc là, techniquement, les échos qu'on a, c'est qu'on aurait un The Fiend à SmackDown qui va aller perdre à Jeddah contre Seth Rollins une autre fois, sans Funhouse. Donc... mes pires craintes en juillet dans la montée de Bray Wyatt, je me disais, ils n'ont jamais été capables de rien faire avec Bray Wyatt. De toute façon, je vais me calmer les ardeurs. C'est encore en train de se réaliser parce qu'il y a eu une chance au titre, une montée, un Raw qui l'a pris au complet pour lui. Et là, depuis, on enlève des morceaux tranquillement, pas vite, pour réarriver éventuellement à un Bray Wyatt désincarné. Ben c'est ça, de Fiend sans Funhouse, ça n'a pas de sens parce que justement, tu peux pas avoir des promos de la part du personnage de Fiend. Funhouse, c'était la façon que Bray Wyatt a trouvé pour justement faire parler son personnage, lui permettre de construire des histoires. Et il le faisait de main de maître jusqu'à présent, on l'a souvent souligné. Donc pourquoi effacer ça? Puis en plus, effacer ça en faisant brûler la maison. Bray Wyatt doit vraiment avoir l'impression d'être dans une espèce de loophole, de revivre les mêmes histoires. On se souviendra qu'il y a 2-3 ans, Randy Orton avait fait brûler la maison de Bray Wyatt après un match de championnat où l'attention n'avait pas été portée sur le match en tant que tel, mais sur les projections de cafards sur le ring. Un match vraiment gadget, comme c'était le cas pour LNSL. Donc, on est vraiment en train de refaire la même recette qui avait gâché une première fois Bray Wyatt. Bray Wyatt qui, même il y a 2 ans, était déjà un personnage dans une autre itération derrière lequel les gens avaient envie de se ranger, mais la compagnie n'est pas sensible à ça. Et si on disait qu'après le match de LNSL, il y avait un peu gâché Seth Rollins, qui ne nous offrait pas un règne particulièrement enthousiasmant comme champion babyface, il semble pas particulièrement courageux ou surtout pas particulièrement inspirant. C'est ça son problème. C'est un champion gentil doit être inspirant, ce que Kofi faisait quand même bien. Mais Seth Rollins n'est pas capable de le faire. Et là, ben justement, en faisant brûler un des aspects les plus populaires de la WWE, à savoir le Funhouse, comment tu veux qu'il ait l'air d'un babyface après ça? T'sais, les gens ont terminé le show en se disant, mais est-ce qu'on vient de voir un double turn? Est-ce que c'est Seth Rollins qui devient méchant, puis par extension, The Fiend ou Bray Wyatt va devenir gentil? Non, c'est pas le cas là. Je sais pas, dans l'esprit de Vince McMahon, on se dit, ça va faire en sorte que Seth Rollins va être plus populaire parce qu'il a burn down quelque chose. Il est Joe Cool. Joe Cool, c'est le retour des Joe Cool. Écoute, Seth Rollins, là... ça me fait penser... Je reviendrai sur quelque chose d'autre. Là, présentement, est un problème parce que son personnage n'est pas inspirant. Ses promos, là, sont plates comme de l'eau de roche. Sérieusement, tout ce qu'il fait, là, c'est d'arriver, résumer ce qui s'est passé la semaine d'avant, dire qu'il va brûler des affaires. Comme il fait comme John Cena faisait il y a 10 ans. Il fait juste souligner les évidences.
Et c'est ce qu'on reprochait à un moment donné dans le sommet de l'espèce de Super Cena, c'est que c'était tout le temps la même chose. C'est pas qu'on on n'aimait pas John Cena, on était tanné de voir cette version-là. Ouais, c'est ça. Et on le savait que John Cena était capable de faire mieux, plus, et pendant quelques années, tout ce qu'il faisait, c'est juste des résumés de « Alors, la semaine passée, tu es venu me tabasser! » Et là, Seth Rollins est exactement dans ce piège-là. Avec des cheap pops, juste Avec comme des cheap c'est pops. lui qui va nommer la ville pour avoir des applaudissements, mais quand c'est rendu que ta seule façon d'être applaudi, c'est de nommer la ville Ben, haute, c'est ça. c'est pas bon signe. Et là, Seth Rollins, c'est ça. Il n'est pas aimé. Il se fait huer quand il est contre Bray Wyatt, qui est supposé être un monstre. Oui, les gens veulent se ranger derrière lui, mais tu pars plus méchant que de Fiend, donc techniquement, il n'est pas supposé soulever les foules. Alors, tu t'en vas où avec Seth Rollins? Même contre Roman Reigns, on sentait que les gens voulaient se ranger derrière Roman. Donc, que Roman a regagné la faveur du public en étant un peu exilé. Et là, il est de retour en force. Je suis pas capable de voir un portrait positif pour Seth Rollins pour la suite des choses. Nope, puis je vois pas qui à Raw. C'est sûr que la nouvelle dynamique de Raw va sûrement se mettre en branle la semaine prochaine. Ouais, mais non, je dis ça, éventuellement, c'est ce qu'on espère, mais pas trop d'attente. Et là, je vois pas c'est qui est prévu dans leur hiérarchie pour éventuellement détrôner Seth Rollins. On dirait que j'ai de la difficulté. De détrôner, présentement. je sais pas. Je pense que AJ Styles va peut-être continuer à rôder autour. Peut-être, ça aurait Après sens. Bray Wyatt, sinon Randy Orton peut-être. Mais tu sais, si on le regarde là, de façon neutre, ce qu'on a entendu aussi dans les échos avec Raw, c'est que Paul Heyman est allé chercher des gars qui voulaient travailler avec lui. Donc, beaucoup de lutteurs luttent. Donc, moins Ricochet, Cedric esthétique. Alexander, Ouais, ben, c'est Buddy ça. Murphy. Buddy Murphy, Andrade aussi. Donc, le talent est à Raw. C'est juste que ça fait tellement longtemps que Raw a l'air d'une émission brouillonne que je suis pas capable de moduler mes attentes à la hausse parce que même si c'est plein de lutteurs que je sais talentueux, Kevin Owens est rendu là aussi, je suis pas capable d'embarquer. Et même tellement pas capable d'embarquer qu'ils ont donné les ceintures par équipe aux Viking Raiders. Ben, ça, c'était un point positif. Les Viking Raiders, c'est peut-être ce qui brille le plus Ben, c'est ça, présentement. à Raw. mais ils brillent comme un diamant dans un tas de bouse. Là. Tu sais, c'est comme... Ouais. Il n'y a pas de division par équipe à Raw. Il y a 3 équipes à Raw. Il y a aussi les Viking Raiders puis Street Profits qui n'ont encore pas lutté à Raw. Donc là, ça va être encore un assortiment de lutteurs qui n'auront pas d'affaires ensemble ou on va emprunter des équipes en quelque part. Donc, tu as les Viking Raiders qui sont champions de pas de division. Justement, tu sais, ils ont montré une infographie par rapport à Crown Jewel. Ils vont faire cette fois-ci le genre un tournoi ou un match là, Tag Team Turmoil pour déterminer le best tag team in the world. Là. Donc, en écho à l'année dernière. Et on voyait en fait l'ensemble des équipes, l'ensemble de la division, là, autant de Raw et SmackDown. Puis je regardais l'infographie, je suis comme, il y a un problème de profondeur, là, assez net là, quand le 3/4 de ton roster par équipe, ben, c'est genre de B-Team, puis Lucha House Party, puis du monde comme ça. Là, ça ferait pas quelque chose de bien excitant. Là, auquel on pense. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, Authors of Pain, eux, ben, ils sont quand même plus intéressants, mais là, avec leur promo parlé, je pense même pas qu'il y en avait une cette semaine, là, mais ça fait peut-être un mois qu'ils nous servent ça. Je sais pas, je trouve pas que ça réussit à nous hyper tant que ça. Puis, tu sais, t'en avais des équipes, c'est juste qu'ils ont toutes gaspillé et ou gâché. On pense à Sanity, notamment, qui a juste été comme mis là. On a attendu que ça meure, on les a enlevés. Harper puis Rowan, j'ai fait bien des blagues de Bludgeon Brothers, là. Mais au moins, ils travaillaient en équipe. À la limite, donne-leur quelque chose à faire là. Luke Harper n'a pas de résidence, puis Rowan a été pitché à Raw dans un élément de remplissage quelconque. Donc, après sa rivalité avec Roman Reigns, t'avais dit que ça allait être un méchant du mois, puis qu'on ne le reverrait plus jamais après. Pas sur ça, là. Il y a même en fait eu plus de longévité dans cette histoire-là que ce à quoi je m'attendais, dans la mesure où il a gagné son premier match contre Roman Reigns. Donc, tout ça, c'est... Quand on tombe dans le après-repêchage, on va avoir le premier SmackDown demain du nouveau. Là, parce que là, on n'a plus de Rock, on n'a plus le repêchage, les codes d'écoute ont déjà chuté. Le nouveau SmackDown de l'ère post-Bischoff. C'est ça, c'est là où je m'en allais, c'est que pendant le repêchage, les codes d'écoute ont, après la première demi-heure, ça a commencé à piquer du nez. Et ça a l'air que Vince McMahon, sa réaction... Probablement que c'était pas la seule raison, mais Eric Bischoff s'est fait montrer la porte de façon très cavalière et c'était une façon de montrer à Fox que Vince est très investi.
dans l'avenir de Fox est très hands-on, comme on dit en anglais, sur le projet et pas distrait par la XFL. Donc, a réagi immédiatement aux chutes de code d'écoute en installant Pritchard. Bruce Pritchard, l'ancien Brother Love, dans cette chaise-là. Mais le problème de ça, en fait, c'est que les informations qui sortent, notamment chez Meltzer, c'est que, bon, il y avait des rumeurs comme quoi, en fait, depuis qu'il a été engagé à la barre, entre guillemets, de SmackDown, Eric Bischoff n'a jamais eu véritablement d'influence sur le produit qui était offert à l'écran. Et là, on finit par comprendre, en fait, qu'il avait été engagé pour être éventuellement le fall guy si les choses devaient mal se passer dans la transition vers Fox. Et visiblement, ça s'est passé plus vite que prévu. Au 2e épisode, déjà, on est obligé de montrer, ah oui, on va redresser le bateau. Tu redresses pas le bateau quand ça fait 2 minutes que c'est sorti du port. C'est quand tu es en mer et tu as fait un peu de millage. J'ai vraiment les métaphores. Le port, pain la mer tantôt. et le millage. C'est à cause de Mme Bovary, en fait. J'ai la tête emplie de beau style. Mais donc, c'est ça. Alors, Eric Bischoff, qui était là comme un touriste essentiellement, aucun vrai pouvoir créatif. C'est pour ça que quand on voit que Bruce Pritchard va prendre la relève, Bruce Pritchard, qui est quand même un excellent esprit de lutte, là, on n'est pas encore une fois en mesure de s'investir parce qu'on sait que il est là juste de façon cosmétique. Il est là pour faire jaser les gens sur Internet. Et le produit lui-même ne changera pas. C'est Vince McMahon qui arrive avec son script. Tout ce que les scénaristes font derrière, il change d'idée. Et il a la capacité de concentration à la fois d'un très jeune enfant ou d'un très vieil homme. À vous de choisir. Je pense qu'il se rapproche du très vieil homme. Et ça fait en sorte que ça devient bien frustrant. Oui, puis la seule bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas vraiment le temps de regarder Raw. Donc peut-être que Paul Heyman va avoir un peu plus de jus de ce côté-là. Et là, je suis obligé de faire un mea culpa déjà. OK, vas-y. Pendant l'enregistrement, je regardais les notes des nouvelles un petit peu. Je vous disais que mercredi, on n'a pas consommé énormément de lutte. J'ai manqué l'annonce de quelques agents libres qui ont été assignés à des matchs. C'est vrai? Très de façon cavalière parce que je ne l'ai pas vu passer sur mon fil d'actualité. Tu ne l'as pas vu passer sur ton fil d'actualité. Donc, il y a eu des signatures à Raw. Noé José, Mojo Rawley, Zack Ryder, Kurt Hawkins, les Iconics et Sarah Logan. Ça veut donc dire qu'on a séparé Logan et Mandy Rose parce qu'à SmackDown, on a Luke Harper, Cesaro, Drake Maverick, Sonya Deville, Mandy Rose et Dana Brooke. Qu'est-ce que Cesaro fait dans ce pool de lutteurs-là? C'est vraiment triste. Alors, il aurait dû, en fait, juste aller vers NXT ou NXT UK et refaire sa niche là-bas. En plus, il est européen, Cesaro. Shipley à UK, qui casse la baraque là-bas. Moi, je veux une rivalité avec Walter, quelque chose. Non. J'avoue. Là, il est signé de façon spectaculaire dans un communiqué quelconque qui a dû passer sur Twitter à 18h mercredi soir, puis je ne l'ai pas vu passer. Donc, wow! Bravo! J'y passais tantôt un petit détail là, qui m'a vraiment mis de mauvaise humeur en regardant Raw. Ça participe en fait de la volonté de présenter le repêchage comme si c'était un événement sportif légitime. Il y avait beaucoup de panels et notamment, on avait le panel un peu comme celui auquel on a droit habituellement avant les pay-per-view avec Renee Young au milieu. Booker T était là. Il y avait également Beth Phoenix. Et le 4e intervenant sur le panel, c'était Samoa Joe. Fait que là, quand je vois ça, je suis comme, OK, c'est bizarre d'avoir Samoa Joe. Là, il y avait comme une espèce de plâtre. Oui, on sait qu'il est blessé, mais je m'attendais quand même à ce qu'il intervienne en quelque sorte en personnage, mais non, il est intervenu comme un company man là, qui dit par rapport à Brock Lesnar, vous savez mes opinions personnelles par rapport à lui, mais Brock Lesnar, excellent choix de repêchage de la part de SmackDown, ses qualités sont celles-ci. Là, je me suis dit, mais est-ce que c'est la fin? Est-ce que Samoa Joe, dans le fond, est contraint à la retraite? Parce que d'habitude, c'était tellement hors de son personnage que c'était un petit peu troublant. Et une demi-heure après, on apprend que Samoa Joe est repêché à Raw. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucune logique. Tout de ce repêchage-là. Et sent pas bon, on va le dire comme ça. Ça sent pas bon. Je pensais que c'était toi qui sentais pas bon. Non, je me suis lavé ce matin. J'ai encore les cheveux un peu mouillés. Là. Mais bref, tu sais, là, on a cassé du sucre sur le dos pas mal du repêchage. Mais il n'y a pas juste eu ça à Raw SmackDown parce que là, il faut se mettre en mode Crown Jewel. On vous a parlé de l'espèce de freak show qu'il allait avoir la semaine dernière pour la conférence de presse. Je vous l'avais dit. C'était pas une grande prédiction, mais c'était annoncé dans le ciel qu'il confirmait Tyson Fury contre Braun Strowman et salut. Tu es en train de ressentir ton struggle. D'habitude, ma chaise est en train de baisser. La suspension de Mathieu vient de lâcher. Donc, gros show de boucan pour annoncer Brock Lesnar contre Cain Velasquez puis Tyson Fury contre Braun
Braun Strowman. On a fait la suite à Raw, Tyson Fury, Braun Strowman, pendant que Mathieu Hey, on dirait que t'es en punition. Ça descend combien de temps? T'es un petit enfant, il y a un petit piton, tu peux le monter. OK, oui. La magie de l'enregistrement okay. direct, c'est ça. Mathieu descend. Donc, tu sais, pour s'aligner à Crown Jewel, qui est le jour de l'Halloween à la fin du mois, on a payé Tyson Fury, selon les chiffres qui sont sortis, 15 millions de dollars pour ça. Ça serait pas un bon match de lutte, là. On s'entend, là. Regarde, il a bien beau être enthousiaste puis s'entraîner depuis quelques mois au Performance Center. C'est le champion du monde des lourds à la boxe. Il va pas aller hypothéquer son moneymaker puis sa carrière de boxeur pour aller faire des body slams avec Braun Strowman. Non, ça va être des coups de poing un peu fake. Il va peut-être courir les câbles 2 fois. Au mieux, il va prendre le running power slam puis même pas, il va sûrement gagner ce combat-là. Donc, il va sûrement faire un knockout quelconque tout croche à Braun. Et ça, là, c'était ton événement principal de Raw, ta grosse attraction, Tyson Fury. Je vois pas qui ça va attirer, en fait. C'est peut-être parce que moi, c'est pas quelqu'un qui m'intéressait auparavant, là, le Gypsy King, mais comme stratégie de marketing, le marketing est dégueulasse. Et là, il faut que je vérifie un truc, mais je crois que la dernière défense de Tyson Fury était en Arabie Saoudite, où c'est pas lui, mais il est populaire. Tu sais, c'est ça, je suis la boxe du coin de l'œil. Je suis pas. Je connais les noms. Je sais à peu près qui est champion. Je sais que Tyson Fury est en mode pour aller unifier des championnats. Mais en Amérique du Nord, c'est pas si populaire que ça. Les poids lourds ont perdu énormément de lustre parce qu'il n'y a pas une grosse figure populaire. Il y a Anthony Joshua qui est populaire un peu. Il y avait Wilder qui était spectaculaire, mais c'est pas des noms qui font résonner. Tyson Fury, il résonne plus en Europe. Ça, c'est sûr et certain. Ça, son accent, c'est quoi? Es-tu quelque part dans le... Tyson Fury est British, je crois. Ouais, c'est ça, comme écossais, irlandais. Mais en même temps, c'est le Gypsy King, me disait peut-être que... Ouais, ça, c'est juste parce qu'il est flamboyant. Oh, il vient du Royaume-Uni, Tyson Fury. Non, c'est juste parce que le pire là-dedans, c'est que Tyson Fury... Quand on le voit dans le ring de boxe, un des trucs que moi je sais à cause de mon affectation avec Balcourbe, je suis quand même l'actualité plus divertissement, il est drôle. Il chante après ses combats, il est un peu baveux, et là, il arrive dans l'univers de la WWE et il a l'air d'un robot. C'est ça, il a l'air complètement l'air désincarné. Il essaie de parler, puis c'est comme... Puis c'est comme... Il est capable de faire des niaiseries. Laisse-les faire des niaiseries. Il en a fait une niaiserie que j'ai pas compris en quoi c'était intimidant d'essayer de briser son stylo. Ça lui prend 3 fois, il est pas capable, puis finalement, il est capable. Puis c'est ça, sa manière d'intimider Braun Strowman. Je suis comme, OK, bon, ben... C'était ça. Bravo. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que mon pari est que Fury est peut-être un nom qui résonne plus... je ne sais même pas si en Arabie Saoudite, c'est ça la même lien qu'à l'Europe. Mais il y a déjà eu de la boxe à Jeddah. Justement, c'est pas lui qui a fait le gala à Jeddah, je viens de vérifier. Mais je sais qu'il y a peut-être un mois ou deux, le monde de la boxe a eu le même genre de conversation que nous, on a avec la WWE, dans le sens où pourquoi on organise un gala là-bas. Et ça avait été diffusé sur DAZN et tout ça. Donc, c'était pas Fury. Donc, peut-être qu'il y a une gourmandise pour les gros noms de la boxe de la part du prince habillé machin, que j'oublie tout le temps son nom. Wow. Il ne mérite même pas qu'on dise son nom. Et encore là, donc, de ce freak show-là, mais à la limite, j'ai toujours dit que les trucs en Arabie, tant qu'à avoir de l'argent puis à faire des spectacles, fais-moi quelque chose qui n'a pas d'impact sur rien. Tyson Fury n'a pas d'impact sur rien. Mon seul désagrément, c'est que là, je vais le voir à Raw toutes les maudites semaines jusqu'à plus soif. Puis Braun Strowman va passer pour le dindon de la farce. C'est le nouveau Big Show. Le Big Show, à chaque fois qu'il y avait un invité ou un gugus, hey, Big Show a perdu contre Floyd, il a perdu contre un lutteur sumo. Écoute, il perd contre tout le monde. Dès qu'il y avait une vedette qui voulait se battre, on va le mettre contre le Big Show. Ça va être un clash de style. Le monde va capoter. Mais en bout de ligne, t'avais un gars de 7 pieds, 500 livres qui avait pas de crédibilité parce qu'il se faisait passer le knockout par Floyd Mayweather qui pouvait manger pour déjeuner. Ça avait aucun sens. C'était à WrestleMania en plus. Ben oui, c'était à WrestleMania. C'était une vraie. À Kebono aussi, c'était à WrestleMania. Big Show a porté le trunk de sumo comme un imbécile. En tout cas, Braun Strowman s'enligne là-dedans, va se faire passer le KO. Au moins, Tyson Fury est plus grand que lui. Là. C'est crédible que Tyson Fury passe le KO à Braun Strowman, contrairement à Floyd Mayweather, que c'est comme... Avec un marteau, il passerait pas le KO au Big Show, mais là, ça a l'air qu'il y avait une force de frappe suffisante. Et l'autre combat freak show pour Jeddah, c'est Cain Velasquez contre Brock Lesnar.
Au moins, quand Velasquez dit qu'il a signé un contrat avec la E c'est et que ça semble être pour au moins, tu sais, comme Ronda Rousey, c'est un saut vers la lutte. Il s'est entraîné au Mexique. Moi, je l'ai vu sur le combat à la AAA. Écoute, c'est pas parfait, là, mais c'était dans les eaux de ce que Ronda a offert la première fois qu'on l'a vu avec Triple H. C'était bien encadré, bien préparé. Je m'ennuyais de Ronda cette semaine. Ouais, Ronda manque cruellement à la division féminine. En plus que là, on la voit à Total Diva. J'ai juste vu quelques extraits. Tu sais, elle existe encore dans notre imaginaire. Je pense que Fox aimerait beaucoup avoir Ronda parce qu'en plus, leur division féminine est très maigre. Donc, mais Ronda a sorti il y a peut-être un mois à peu près un trailer d'un film avec un très petit budget avec Devon Dudley. Puis c'est genre, ils sont pris dans un chalet dans la maison de campagne de Ronda Rousey. Elle invite Devon et là, c'est l'attaque des tables. Il y a des tables qui sortent de la forêt puis ils se battent contre des tables avec des shotguns. Ça a l'air merveilleux. Ça a l'air vraiment cheap, là, mais en termes de film de qualité Z, là, celui-là est au sommet de ma liste. Je sais pas si c'est déjà accessible, mais en tout cas, des petites recherches pour faire un trailer, genre? Ben, j'espère qu'il y a un vrai film. La façon que tu me le décris, ça a juste l'air d'un spoof pour faire un trailer. Là, mais... brise pas mes rêves, Stéphane. Je le fais déjà J'ai pas souvent passé par tout. En tout cas, on va essayer de trouver. Là, je vais le retrouver dans mes archives puis on mettra ça sur le Facebook du Petit Paquet. Ça vaut quand même le 2 minutes. Là. Spoof ou pas, on va le savoir. On va mettre l'équipe d'enquête du Petit Paquet là-dessus. Pas de niaisage. Fait que là, c'est Jebba. Sinon, c'est le repêchage. Je sais même plus quoi dire. Je suis tellement tanné de parler de WWE que je sais plus quoi dire. Bayley, qui est rendue méchante, oui, pour de vrai, qui fait pleurer des enfants, c'est ça. J'ai quand même trouvé le moment du heel turn assez réussi, là, où ce qu'elle va vraiment... elle n'a pas juste rangé les Bayley Bodies, là, elle les a vraiment détruits. Là. Je veux dire, s'ils en veulent des nouveaux, il va falloir qu'elle en achète d'autres, parce qu'elle les a fendus comme du monde avec une espèce de pseudo-hache. Nouvelle tune pour Bayley. Et, on disait la semaine dernière, avec les changements de championnat qu'il y avait eu récemment, que Vince McMahon voulait commencer la nouvelle saison avec Brock, Seth, Becky et Charlotte. Cela dit, ce règne de Charlotte-là aura duré une semaine seulement parce que déjà Bayley réussit à remettre la main sur la ceinture de SmackDown. C'était quand même surprenant. Et j'haïs pas ça. De toute façon, Charlotte l'est rendue à Raw. Donc, elle aurait difficilement pu continuer de régner sur SmackDown. Et donc, ça mène dans une situation où c'est bien de permettre à Charlotte d'accumuler les règnes. Mais là, si on veut se rendre à genre une vingtaine de règnes ou égaler, mettons, le record de son père, par exemple, c'est pas en accumulant des règnes d'une semaine que ça va donner une legacy qui va être très crédible. Encore une fois, je dis ça. Peut-être que Ric Flair lui-même, dans ses 16 championnats, il y en a eu d'une durée très courte. Là. Pas tant. Je suis pas allé fouiller dans les livres d'histoire, mais c'est ça. C'est un peu cheap. C'est un petit peu cheap. Mais Bayley, quand même, on craignait qu'avec la perte de son championnat la semaine dernière, était pour retomber dans ses vieilles habitudes. Visiblement, c'est pas le cas. Elle réussit même à faire brailler des enfants à la maison. La vidéo qui a circulé pas mal cette semaine sur Internet. Donc, ne serait-ce que pour ça a été un moment de télé réussi. Au moins. Tu sais, bon, on se demande pourquoi il fallait que Charlotte soit absolument la championne pour le repêchage. Regarde ça, ça nous dépasse un peu, mais regarde, là, le résultat étant Charlotte et Bayley, ils sont rebattus, c'était un bon combat, et là, Charlotte retourne contre Becky, éventuellement, sont destinés à se battre, parce que, on l'a dit l'année passée, en sortant de WrestleMania, probablement que WrestleMania qui s'en vient, ça va être ça le match. Ça va être Charlotte contre Becky, donc il faut l'installer d'une façon ou d'une autre. Là, au moins, ils vont être du même côté du brand. Ils ont le même alignement techniquement, ils ont été en équipe, mais c'est shaky tout ça. Donc, regarde, moi ça me va. Regarde, c'est cheap, là on perd un peu le chiffre pour Charlotte pour l'instant, mais oui, le fait que Bayley ressorte comme la championne de SmackDown et une méchante, why not? Au moins, Fox va avoir cette présence-là. À quel point ils vont l'utiliser à bon escient, il ne sait pas. Bayley est du même bord que Sasha. Pas Bayley. Sasha est du même bord que Bayley. Donc, peut-être qu'elle va devenir aspirante, puis là, ça va être mêlant. Là, au moins, ils ont rajouté Alexa Bliss, qui est quand même une lutteuse de calibre de championne. Donc, peut-être qu'elle va se rediriger dans une rivalité contre Bayley. Je sais que ça avait duré longtemps et ça avait donné des moments de télévision très pénibles, là, des rivalités Alexa Bliss et Bayley. On s'en souviendra d'un célèbre Bayley, This Is Your Life, qui a traumatisé des générations entières de fans de lutte. Cibole de cibole. Donc, on se croise les doigts. Hein? Bruce Pritchard, mets-toi les mains dans la pâte. Ouais, dans la pâte. Arrange-toi pour nous éviter ça. Regarde, je pense que
refait le tour du WWE, là, à moins qu'il y ait de quoi qui détonne. Il n'y a pas de nouvelles majeures, il n'y a pas de grosses blessures. C'est ça. Sinon, c'est des matchs, beaucoup à Raw, des matchs sans véritables enjeux, juste des showcases de lutteurs qu'on a déjà vu se battre les uns contre les autres 1000 fois. Faut dire une chose là, on le met sur les enregistrements, dans les archives des internets à tout jamais. Shorty Gable, c'est non. Ah ouais, c'est non. C'est non. C'est non. C'est non. C'est non. Je te mets ton museau dans ton pépi, là, WWE. C'est non. C'est non. C'est non. Épouvantable. C'est non. Cole, il l'a répété quoi? 42 fois? C'est non. C'est non. C'est non. Shorty Gable? Non. C'est non. Bon. Donc ça, c'est réglé. Ça, c'était la fin de WWE. C'est non. Mais AEW, comme je le disais, j'ai pas eu l'occasion de regarder le gala au complet. J'ai vu beaucoup d'extraits, mais quelques mots quand même sur Darby Allin, lutteur que je connaissais pas bien auparavant. Je sais pas dans quelle mesure il y avait beaucoup de succès sur la scène indépendante. Modéré. La première fois en fait que je l'ai vu, c'était dans je pense le deuxième pay-per-view que All Elite avait fait. Ils se battaient dans un match hardcore. Le Cracker Barrel. Le Cracker Barrel, c'est ça. Et ça m'avait quand même impressionné, mais j'avais l'impression que c'était un lutteur qui n'était pas nécessairement promis à un avenir florissant. Cela dit, à la lumière du match qu'il a livré mercredi soir contre Chris Jericho, match de championnat, sa valeur marchande a vraiment explosé. C'est un lutteur qui, met son corps en danger d'une façon assez reckless. Cela dit, pour l'instant, c'est malheureux. On est comme dans une position ambiguë en tant que fan de lutte parce que c'est impressionnant. Ça donne du spectacle quand même qui vaut le déplacement. Et il semble quand même trouver le moyen de ne pas tomber sur sa tête, même quand il y a les deux mains attachées dans le dos avec du duct tape et qui fait des backflips attrapés par Chris Jericho. Donc, c'est ça. Oui, il a perdu son match, Darby Allin. Personne s'attendait à ce qu'il devienne champion de la AEW dès la 3e semaine de l'existence de l'émission. Cela dit, il va devenir un incontournable de cette émission-là. Et ça, c'est du bon booking. Quand tu réussis à faire en sorte que même ton perdant est un peu gagnant dans le cœur des amateurs, c'est tout à fait réussi. Puis là, en parallèle, tu as aussi toute l'histoire autour de Kenny Omega, de Jon Moxley, de Pac également, de Adam Page, très bien construit, des tensions qui vont dans tous les sens. Donc, c'est ça. Moi-même, je faisais pas partie du groupe de gens là, qui ne se pouvaient plus d'attendre avant le début de la AEW à la télévision. Je me disais, je vais le regarder par curiosité, mais je demeure quand même quelqu'un de fidèle dans la vie. Puis, je voulais pas... J'avais l'impression que si j'abandonnais la WWE pour la AEW, là, je commettrais une trahison. Là, et je suis pas ce genre de personne-là. Je suis fidèle. Tu es fidèle. C'est ça. Et sauf que là, plus je regarde de l'autre côté du coin de l'œil, plus je me sens attiré. Donc, c'est pas justement du favoritisme un peu aveugle. C'est juste là, quand on regarde les produits qui sont offerts, force est d'admettre que, du moins depuis 3 semaines, la balle est de plus en plus du côté de AEW. Excellente promo également préenregistrée de Cody pour mousser son futur match de championnat. C'était presque un sans faute, là, l'épisode de AEW cette semaine. Du moins de ce que j'ai vu. C'est quand l'Elite a comme le pouls de son public. Ils sont très réactifs à ce que les gens disent sur eux. Et ça sent... C'est pas tant différent. Ça reste de la lutte à la télé. Donc, tu sais, c'est la même mécanique. C'est juste que les détails sont bien installés. La continuité est bien installée. Et tu sais, tu parlais de Darby Allin. On l'a eu la semaine dernière contre Jimmy Havoc. Et là, pouf, il explose contre le champion. Le champion. Donc, tu sais, c'est toujours graduel. Et là, dans la graduosité, dans la gradation, Kenny Omega est en rivalité avec Moxley parce qu'ils vont s'affronter à Full Gear, le prochain pay-per-view. Mais il a aussi été en rivalité avec Pac. Et là, tout ce beau monde-là se croise parce que la semaine prochaine, c'est Pac contre Jon Moxley parce que Moxley a regardé Pac de travers, ça a l'air. J'ai pas regardé le combat. J'ai juste vu le résumé et là, Pac est pas content parce que c'est un bâtard. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Jon Moxley a voulu utiliser un bat de baseball avec du barbelé pour attaquer Kenny Omega et Pac a pas voulu, a arraché le bâton des mains de Moxley. D'ailleurs, il l'a arraché en le ramassant par le bout avec du barbelé. Puis après ça, il y avait la main qui saignait, mais il n'a jamais comme scellé la main qui saigne. Donc, quand même, un tough, là, Pac. Et donc, Moxley a mal digéré cette intervention de Pac. Et donc, le Dirty Deeds, il a changé son nom. Là, c'est rendu le paradigm shift. Ah bon, c'est ça. Alors, cette prise-là. Et ça fait en sorte que c'est ça. Là, tout le monde dans l'espèce de lower
upper card, si on veut. Ouais. C'est pas la scène de championnat, mais c'est les main eventers ça quand va même. prendre un titre secondaire éventuellement, C'est mais ça. là, pour Tout le l'instant, monde ça est en rivalité. gravite. Puis ça, c'est super bon. Puis, tu sais, parlant de Moxley, il y a eu un pépin la semaine dernière. Il n'a pas été capable de se rendre au Japon. Il y avait un gros gala lundi, le King of Pro Wrestling, à cause du typhon là-bas qu'il y a eu au Japon. Donc, il n'a pas été capable de prendre l'avion, a été destitué de son championnat des États-Unis. Donc, on peut croire que sa run avec New Japan Pro Wrestling est terminée, malheureusement. Il n'y aura pas eu un dernier combat. On présume qu'il était supposé perdre contre Juice Robinson, mais il n'a pas été défendre. Et Juice n'a même pas gagné le championnat des États-Unis. Donc, tout ça pour dire que là, Moxley est All Elite au complet. Et il n'y a pas juste l'émission du mercredi. Parce que ça, il fallait un aller truc là. que là, j'ai teasé sur Facebook cette semaine, fallait regarder mardi All Elite Dark, parce qu'on a eu Kenny Omega contre Joey Janela dans un concept de Lights Out, comme ils ont fait avec Kenny Omega contre c'était Moxley. Ils fermaient les lumières pour dire on n'est pas responsable de ce qui arrive après. Et ça pouvait annoncer le pire, parce que Joey Janela, quand on lui donne pas de limite, il vire fou. Ils sont pas allés si loin que ça, mais ils nous ont donné un cibole de bons combats. Un match de qualité pay-per-view. Sérieux, Pensez là. au pay-per-view TLC. Là, en fait, ce que vous rêveriez que ça soit, le pay-per-view TLC, ben, c'est ce qu'ils nous ont offert, mais dans leur émission qui, dans l'organigramme de la AEW, est l'équivalent de Main Event là, pour la WWE. Ça existe À même Main pas, Event, là. qui c'est qui écoute ça, Main Event? Là? On s'en fout de voir Titus O'Neil se battre contre, je sais pas moi, Zack Ryder. Personne qui était excité par ça, mais là, justement, la AEW va essayer de créer l'habitude chez les fans de jeter un coup d'œil du côté de Dark, parce que si on est pour nous offrir des matchs de cette qualité-là, écoute, ça va devenir un incontournable. Cela dit, j'ai quand même l'impression que ce ne sera pas toujours des matchs de cette qualité-là. Ça va être souvent des espèces de brawl. Là, juste avant, il y avait un match genre 4 contre 4 là, avec The Dark Order, etc., avec SCU aussi. Bon, des matchs relativement sans conséquences, mais le main event de Dark, prévoyez-vous un 20 minutes, là, c'est 20-25 minutes. Écoutez ça, c'est tout feu, tout flamme. Puis tu sais, c'est correct les 4 contre 4. C'est une page qu'ils ont volée à la New Japan. Ils font tout le temps ça à la New Japan. S'ils font 2-3 soirées consécutives, tu sais, si mettons, j'ai un gala vendredi, samedi, dimanche, je sais que dimanche, mon main event, ça va être mon championnat du monde Okada contre Omega, mettons. Mais tu sais, vendredi, ils vont être dans 2 équipes de 4. Ils vont juste se croiser un peu. T'offres au public, quand même, tes 2 main events, ils se croisent 2 minutes dans le ring. Ça te donne juste de l'anticipation. Puis là, quand tu arrives à ton combat, de un, eux ont une familiarité. Donc, ils peuvent raconter une histoire qui a déjà une base. Et de deux, ben, tu as l'effet de nouveauté parce que là, il n'y a plus le format par équipe. Donc, tu sais, on parle juste Omega, Janela, c'était fou. Mais le petit combat d'avant, on avait Dark Orders, ben, ça leur permet d'établir un petit peu c'est qui Stu Grayson, parce qu'on les voit pas beaucoup à l'émission hebdomadaire jusqu'à présent. Puis dans le commentaire, c'était ça un peu le travail. C'était comme, ah ouais, Grayson a un background d'arts martiaux, puis Uno et le Bruiser. Tu sais, ça prend ces petits trucs-là pour donner du matériel pour après ça, quand tu arrives à un combat qui est un pay-per-view, mettons, ou un blowout, ben j'ai quelque chose à te raconter. C'est pas juste un combat sans incidence. Fait que, tu sais, Omega Janela, le combat n'avait pas une vraie rivalité, mais c'était Omega qui arrive en coulisses, comme, hey, ouais, on va même faire de quoi, là, je veux pas ne pas me battre. Envoyez-moi Janela d'Impact. Puis je pense que c'est mon combat préféré de Janela. J'en ai vu quand même plusieurs. C'est que souvent, il tombe trop dans le penchant hardcore. Ça donne des bons spectacles, mais ça reste un gars qui court avec une échelle puis qui se fait saigner. Tu sais, c'est spectaculaire, mais c'est pas... il n'y a pas un mérite esthétique énorme. Tandis que là, Omega a livré un truc à la Omega, puis Janela a juste spot tout inventif pris. encore. Spot inventif, là... les coups de genoux avec les chaises, c'est comme Seigneur. Pas trop ça. Puis le One Wing Angel sur les chaises, je m'excuse, là, mais il n'y a pas de bonne façon de prendre ça. Joey Janela a plié en 3, puis il t'espère juste qu'il se blesse pas. C'était super bien fait. Puis ça, t'as ça gratuit sur YouTube. C'est du fan service. Là. Autre chose que j'ai apprécié dans l'épisode de AEW Dark, c'est qu'ils ont fait un petit segment avec, comment elle s'appelle? Audrey Edwards, je pense. Aubrey Edwards, donc une arbitre. Et ils permettent aux arbitres d'avoir leur propre personnalité. On les met de l'avant. Puis entrevue, Cody et elle. Et c'est sûr que jamais la WWE va mentionner la AEW. Je dis ça, je pense que Sami Zayn a déjà fait une fois dans une promo, mais on veut pas
pas trop rappeler aux gens que ça existe. Cela dit, du côté de la AEW, puis c'est sûr que pour eux, c'est moins dangereux de le faire parce que tous leurs fans savent que la WWE existe. Mais justement, on va dire dans l'entrevue, tu sais, toi, quand tu étais à la WWE, quelle a été ton expérience? Elle dit, tu sais, il n'y avait pas trop l'air d'apprécier ce que je faisais, mais quand je leur demandais qu'est-ce que je pouvais faire pour m'améliorer, ils me donnaient jamais de réponse. Le Cody fait comme, ouais, c'est de même, ça fonctionne là-bas. Ici, c'est différent. Donc, tu vois qu'il y a vraiment une volonté de créer dans leur image une compagnie qui n'est pas toxique pour ses employés. Donc, c'est une compagnie pour laquelle tu as envie de t'investir émotivement. Tu n'as pas envie, en tant que fan, en tant qu'amateur, de rooter pour une compagnie qui agit comme des bullies par rapport à ses employés. Donc, encore des petits détails, mais des petites notes qui sont positives du côté de la AEW. Ça s'accumule. Puis tu l'as dit, c'est t'as comme envie qu'ils réussissent. C'est pas la méchante compagnie avec de l'argent qui arrive puis qui veut attaquer le monde. C'est des lutteurs qui se sont fait backer par quelqu'un qui a du capital et qui écoute les partisans, écoute l'aspect plus woke aussi. On est en 2019, tu peux plus juste faire ça comme avant. Tu peux plus juste avoir des filles en bikini huilées qui mettent en valeur des dudes qui se font comme masser par Bobby Lashley. Tu peux plus juste construire ta rivalité là-dessus. Fait que là, tu as une arbitre femme, mais c'est pas juste on met une fille dans le ring pour avoir de la diversité. Non, elle réplique à Jericho. Elle a une personnalité. Elle fait partie du show. T'as une aspirante qui était trans, mais c'est pas ça son personnage. C'est juste ça donne qu'elle est trans, mais on lui donne une place dans l'organigramme. Donc, tout ça, il coche dans la bonne colonne, mais pas pour être politically correct. C'est juste... On est rendu là. C'est comme ça qu'on veut être diverti maintenant. On veut une conscience derrière tout ça. Mais ça reste de la lutte. Ça reste des gars qui font des backflips puis qui se donnent des coups d'en face. Puis qui font des jokes mauvaises. Il n'y a pas juste du bon. Là. Il y a des impairs à All Elite. C'est juste que l'approche est différente. Puis c'est ça qui fait vraiment du bien. J'ai du monde dans la salle des nouvelles qui m'interpelle à RDS qu'ils n'écoutent pas tant la lutte, mais là, ils sont tombés dessus à TSN, sont enfargés les pieds dedans. C'est comme, hey, c'est cool. Juste l'intro, le pile driver sur la rampe de SCU, je m'en ai fait parler ce matin, puis c'est comme, hey, ça lookait, puis c'est comme, ben oui. Ouais, mais tu regardais ça, tu te demandes si Christopher Daniels s'est pas compressé le coup quand même. C'est ça. Donc, tu sais, à date, là, ils ont 3 émissions derrière la cravate, quelques pay-per-view, ils ont le vent d'un voile. Et je dis pas qu'ils sont parfaits. Je dis juste que ce qu'ils m'offrent présentement comme produit, j'ai envie d'être attentif à ce qu'ils font et d'en parler souvent, de dire aux gens, allez jeter un coup d'œil à All Elite. C'est pas juste une corvée comme Raw peut filer depuis 2 ans. Là, c'est juste, j'ai envie de propager la bonne nouvelle. Comme j'ai envie de dire aux gens, va écouter la NWA Power sur YouTube. Ça, j'ai pas regardé cette semaine. Ils ont ramené M. Anderson. Monsieur Anderson? C'est l'ancien M. Kennedy de la WWE. Quand il était à TNA, tout ça, c'était M. Anderson. Puis là, il a donné un show. Là. Ah ouais. Et puis, tu sais, il a toujours été un peu limité dans le ring, mais côté charisme, c'était toujours très divertissant. Et dans un studio comme ça, il est à sa place. Il sait où il s'en va avec ses skis. Il est over the top un peu. Là, puis c'est comme... Il a presque plus l'air ses médicaments. C'était un de ses reproches, il avait problème de consommation, puis il avait toujours l'air un peu frosté, pas tout là. Fait qu'il a presque plus l'air frosté un peu tout là. Moi, j'ai été diverti par Mr. Anderson. Power! Ça, c'est une émission qui s'écoute bien en fin de soirée, en segment de 10-15 minutes. Ou pour les foodies de ce monde, là, tu mets ça en background pendant que tu coupes des oignons dans ta cuisine. Moi, je fais ça. Je traîne mon laptop quand je prépare le souper des fois. Je rattrape des trucs comme ça. Donc, tu vas te couper les doigts en faisant ça. Mais non, t'es recroquevillé. Ça va bien. Il faut juste que tu sois smart dans ton approche. Ça. Sinon, côté lutte, écoute, là, on a parlé de Power, on a parlé d'All Elite, on a parlé du maudit repêchage. New Japan King of Pro Wrestling. C'est loin dans la liste. Là. Je ne veux pas vous dire de faire des détours parce que c'est le gala évident chaque année. C'est le moment où on installe les combats de Wrestle Kingdom. Kazuchika Okada est allé battre Sanada. C'est encore un bon combat, mais on savait que Sanada n'allait pas gagner. Ibushi est allé battre Evil pour garder sa ceinture puis affronter Okada. On savait qu'Ibushi n'allait pas perdre, mais ça a quand même été un bon combat contre Evil. On finit le gala avec Ibushi et Okada qui font une promo parler. C'est moi qui va gagner. Non, c'est moi. Blablabla. Le main event est seté, Wrestle Kingdom, début janvier, Okada contre Ibushi. Et le gagnant de ce combat-là affronte le champion intercontinental le lendemain, qui pour l'instant est Jay White. Donc on présume que Jay White va garder le championnat. Mais moi, ce que j'ai retenu de la carte, c'est une bonne carte, c'est de la bonne lutte, là, rien d'incidence majeure. Mais le combat que moi, je voulais vraiment voir, c'était Yushin Thunder Liger contre Minoru Suzuki. On vous en a parlé, c'était le retour de Kishin Liger. On est dans la tournée d'adieu. Et là, on a vraiment joué la note de Liger
achève. Ouais. Il est allé perdre contre Suzuki. Il a sorti une autre Suzuki variation. est vieux aussi. Oui, Suzuki dans la cinquantaine aussi, mais lui, il n'a pas parlé de retraite. Okay. C'est un tough. Il s'en fout. Liger, lui, a 54, si je ne me trompe pas. Annoncé à Wrestle Kingdom l'année passée que c'était sa tournée d'adieu. Il finissait l'année, il se promenait un peu partout, a fait MSG, a fait le Mexique, et là, c'est comme, il me reste quelques galas, et il termine ça à Wrestle Kingdom début janvier. Et là, il est allé perdre contre Suzuki, pas de Kishen Liger, pas de surprise, une défaite clean, a sorti une autre variation de son costume, celle avec juste des trunks en torse, avec le petit masque, et je sais pas s'il y a un autre différent, celui-là, mais c'est une variation qu'on a vue quelques fois. Le Suzuki l'a battu 1, 2, 3, pas de problème. Et Suzuki a fait quelque chose qu'il ne fait jamais. A cassé son personnage une petite seconde, a serré la main à Liger, lui a dit respect, props, et a quitté le ring tout de suite. Comme si c'était sale pour lui d'avoir fait ça. Il est resté en Suzuki, mais a donné un coup de chapeau. Et là, on s'enligne vraiment vers la fin. On a confirmé que Liger allait être dans un combat à 4 contre 4 à Wrestle Kingdom. Contre Tyler Breeze, peut-être? Oh non. Son plus grand rival. Oui, son énorme rival, le prince du style, Tyler Breeze. Mais là, ça sonne vraiment à la fin. Ça risque d'être le dernier gros combat de la carrière de Liger. Il va rester les présences à Wrestle Kingdom, mais ça va plus être des babayes, un peu de larmes. Ouais, de larmes. Puis on va lui envoyer des fleurs une dernière fois. On va sûrement lui donner un pin sur un des 4 autres lutteurs pour dire que Liger sort fort. Mais moi, je voulais voir ça parce que c'était un peu la fin de quelque chose. Liger, je l'ai vu dans les années 90. Là. Un de mes premiers, pas de mes premiers souvenirs de lutte, mais de mes premiers souvenirs de la WCW, c'est Yushin Thunder Liger. Je me souviens plus des circonstances exactes, mais j'avais loué un pay-per-view de la WCW avant la NWO et tout ça. Là, c'était ces tablettes du club vidéo à la TUC. C'était un des Starcade, je crois, la 96, si je me trompe pas, qui était un tournoi New Japan Pro Wrestling contre WCW. Et tout le pay-per-view est articulé comme ça. Un 4 de 7 entre des lutteurs des deux factions. Et on explose ça en finale avec un championnat du monde qui n'avait pas rapport au tournoi. Puis c'était dans le temps... Je pense que c'était Hulk en jaune là, avant qu'il devienne NWO. Et je connaissais pas, moi, ces lutteurs-là. J'ai loué ça random, c'est de la lutte. Je mets ça dans mon VHS. Pif, paf, pouf. T'as Yushin Thunder Liger contre Chris Benoit. Tu sais, c'est quoi ça? Je m'attendais pas à voir ça dans ma vie. Et ça m'a marqué, ça. Je l'avais... c'était les premiers à faire des combats de cruiserweight accessibles en Amérique du Nord. Liger, à ce temps-là, était en forme. Là, on s'entend, il était dans sa vingtaine. Donc il volait. Puis je vous encourage pas à le faire, mais moi, j'avais doublé la cassette. Je l'avais réécouté une couple de fois. Est-ce qu'au moins, tu l'avais rembobiné avant de retourner la porte au club vidéo? Oui, ça, j'ai rembobiné mes cassettes. Sinon, tu aurais eu une amende. Puis j'ai travaillé dans un club vidéo, je sais c'est quoi, rembobiner vos cassettes, même si ça s'applique plus. Vous aviez des machines qui étaient expressément faites pour rembobiner. Ça allait pas plus vite qu'un VHS, c'est juste que ça monopolisait pas ton VHS. C'est ça. Donc, tout ça pour dire que... C'est ma grande phobie des cassettes. Ah non, mais c'était le pire du pire. Puis le ruban se défaisait. Bref, c'était de la boîte. Tout ça pour dire qu'au Japon, c'est ça qui s'est passé. Ring of Honor, c'est rien passé. Au Québec, on se prépare pour Battle War en fin de semaine. C'est vrai, c'est dimanche. Battle War, j'ai un blanc pour la carte. Là. Je sais que Benjamin Toll affronte un des Francis, me semble. Puis, tout ça. Ah oui, c'est Thomas Dubois contre Evil Uno. Ah, Evil Uno, c'est ça. Donc, combat de championnat Battle War. Sinon, un petit gars-là, comme d'habitude, il se prépare pour la visite de Joey Ryan le mois prochain. Pour l'épisode 69 de Battle War. J'avais pas fait la lien que c'était Battle War 69. Mais bon, ça va être drôle. Sinon, c'est un petit Battle War régulier. On a nos galas habituels en fin de semaine. Toi, la semaine prochaine, on va reparler de ton livre parce que ça sort. Ça me va me faire plaisir. Sous peu. On a peut-être une petite surprise qui s'en vient sur les internets à ce sujet la semaine prochaine. Puis sinon, as-tu une minute culturelle, toi, à part Mme Bovary? J'en avais prévu une la semaine passée. Là, j'étais comme, ah oui, ça va être tête cette semaine. Puis là, j'ai plus aucun souvenir, c'est quoi. Donc, moi dire, malheureusement, non, j'en ai pas de minute culturelle. En fait, le temps que j'avais consacré à la consommation de culture, c'était Mme Bovary. Je peux même faire le détail justement des aventures de Emma et de Léon, là, m'amener. Ouais, non, j'ai fait mon cégep, c'est fait. Là. Non, c'est ça. Mais au moins François serait pas là pour s'endormir, mais toujours aussi bien écrit, hein, fucking bien écrit, semble être une phrase qui va devenir over. Donc, la meilleure façon de critiquer un livre. Donc, voilà, lisez vos classiques, les
jeunes et les moins jeunes. C'est essentiel. J'irai pas jusque-là, mais si iHeartRadio me met une version audio de Madame Bovary, Ça doit exister. là, par exemple, tu vas m'avoir, parce que nous autres, on est disponibles sur iHeartRadio. C'est vrai. J'espère qu'un jour, Flaubert va l'être. C'est-tu Flaubert? Je suis pas Oui, sûr. Flaubert, c'est ça. Flaubert va être là. Et sinon, nous autres, on est sur Google Play, iTunes, Spotify, Partout, YouTube, la zone vidéo de RTS.ca, sinon RTS.ca/lutte, de sur Facebook. Je suis pas mal sûr que si tu vas achaler ton voisin, il va être en train de nous écouter, fait que tu vas pouvoir l'écouter avec lui. Si tu me payes la pizza, on vient faire l'émission dans ta cuisine. Ça, on devrait faire ça. Un petit paquet sur la route avec de la pizza, vous allez m'avoir. Ou, moi, ma minute culturelle, c'est des filets de poulet panés au Lay's Barbecue du Kentucky. Ah non, j'ai vu l'annonce de ça, je me disais, ça se peut C'est pas. ça que tu veux manger en fin de semaine. C'est de la panure, des chips barbecue, magie. C'est du bonheur. Toi, aussitôt que PFK sort quelque chose de nouveau, tu vas Ouais, l'essayer. monsieur. T'es aux premières lignes là, pour te mettre en danger. Ah ouais, puis Ça, on a mis J'apprécie ça, ton là. sacrifice quand même. Au travail, moi et Michel Laprise, on a savouré ça et je vous le conseille chaudement. Ça va être ça mon conseil de fin d'émission. Écoute, PFK. tu mettrais de la mélasse sur ça, je suis sûr que c'est pas pire. Non, ça gâche pas mon plaisir. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Salut là.